Bien, le dernier courant politique qui nous reste à étudier, c'est le légitimisme. Je l'ai classé en dernier parce qu'il n'obéit pas du tout au même principe que les autres courants, puisque lui ne tire pas sa doctrine d'une démarche qui est celle du contractualisme, celle même d'un rationalisme, donc qui estime que c'est la raison qui permet d'établir des principes vrais, et qu'il n'y a que la raison qui puisse le permettre. Donc il n'est pas du tout moderne en fait ce courant, il s'ancre dans la tradition de la philosophie, dans justement ce jus naturalisme en fait, il y a un droit naturel qu'il s'agit de respecter, que tout régime politique doit observer pour être réellement légitime. Il y a plusieurs sources de légitimité, d'abord, qu'il faut considérer pour qu'un régime soit légitime selon cette doctrine. Il faut qu'il y ait une légitimité historique, c'est-à-dire qu'un peuple dans l'histoire s'est doté d'un régime, d'une forme de régime qu'il charrie depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis avant même qu'on sache, qu'on ait connaissance de ce peuple. Il y a des peuples qu'on connaît en Amérique du Sud et qui ont des démocraties depuis des millénaires. Il y a des peuples en Afrique qui sont de petites gérontocraties, il y a des peuples en Afrique qui sont des monarchies féminines, des oligarchies, etc. Il y a de tout en fait dans les régimes politiques. Et il s'agit de les respecter. Il ne s'agit pas de, tout d'un coup, bafouer et détruire tous ces régimes et de dire, voilà, par la raison, nous avons découvert un régime qui est bien meilleur que tous les autres, qui est la monarchie, qui est l'aristocratie ou la démocratie, et qu'il s'agit de mettre partout. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des guerres humanitaires au nom de la démocratie pour apporter la démocratie dans le monde. C'est ridicule. Il faut donc que l'on respecte des régimes qui soient traditionnels, qui ont une légitimité historique. Maintenant, ça ne suffit pas. Il pourrait très bien y avoir des tyrannies depuis des siècles. Je pense aux Aztèques, par exemple, qui ont un régime extrêmement dur, qui pratiquent des sacrifices humains, etc. Donc, historiquement, ils ont un régime qui dure depuis longtemps, mais qui est vraiment oppressant en fait pour les gens qui y vivent, qui pratiquent en fait le génocide de manière institutionnalisée. Et ça, les Espagnols ne s'y tromperont pas. Quand ils vont découvrir ça, ils vont être horrifiés. Ils diront, nous avons vu un peuple de démons. Parce que ils étaient complètement hallucinés devant la barbarie en fait de ces hommes. Donc il y a des régimes qui bafouent en fait le droit naturel et qui sont capables en fait d'atrocités terribles. Donc ce n'est pas parce que quelque chose est là depuis longtemps qu'il est bon et qu'il faut le garder. Il faut que le régime respecte le droit naturel. Ça, c'est un critère qui est la légitimité théologique. La légitimité théologique, elle a 3 degrés. D'abord, ce premier degré qui est le droit naturel. Parce que ça, n'importe quel être humain peut se baser dessus. Quelqu'un qui est complètement matérialiste peut complètement assumer ce principe-là, de dire que, oui, je vois que dans le monde, il y a quand même une sorte de nature humaine, comme il y a une nature animale. L'animal obéit en fait à des principes qui régissent et gouvernent sa vie, et l'homme aussi, il a cette chose en plus qui est la liberté. Il peut s'affranchir de sa nature, mais quand même, lorsqu'il respecte sa nature et qu'il cherche à y obéir, il est beaucoup plus épanoui. Donc l'athée, le matérialiste, qui resterait à ce niveau-là, serait parfaitement d'accord en fait avec les principes du droit naturel. Donc on peut avoir un régime qui est athée, qui est matérialiste et qui a pour principe théologique de respecter le droit naturel. Un deuxième palier, parce que ça fonctionne par degrés, cette légitimité théologique, un deuxième degré en fait donc de légitimité théologique serait de reconnaître qu'il y a un auteur de la nature. Ça, la plupart des sociétés humaines reconnaissent dans leur tradition
une forme de spiritualité dans laquelle eh bien, il y a un auteur de la nature ou plusieurs auteurs de la nature, et que en honorant cette nature en nous, en honorant, en respectant eh bien, ce droit naturel, eh bien, nous respectons ce que l'auteur de la nature ou les auteurs de la nature eh bien, ont gardé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est justement eh bien, le royaume de France et sa politique en Amérique du Nord lorsqu'ils vont découvrir le Nouveau Monde. Ils vont respecter parfaitement ces sociétés traditionnelles parce qu'elles reconnaissent qu'il y a un droit naturel et il y a justement un auteur ou des auteurs de la nature, le grand esprit, qui a souhaité, voulu cet ordre naturel. Voilà. Et donc, un agnostique, c'est-à-dire agnosis, qui n'a pas la connaissance, c'est-à-dire que sur cette question théologique, est-ce que Dieu existe? Est-ce que, voilà, il y a une forme de spiritualité? Est-ce qu'il y a une conscience supérieure, organisatrice du monde? Qui sont une question métaphysique extrêmement complexe, qui préoccupe le genre humain. Eh bien, qui ne saurait pas, qui n'aurait pas la réponse, qui dirait, bien, je ne sais pas, voilà, c'est peut-être qu'il y a un esprit, peut-être que non, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il n'y en a pas. Eh bien, il serait en capacité d'admettre eh bien, ce deuxième degré qui est donc celui de l'auteur de la nature. Et donc il y a un troisième degré, puisque le légitimisme, eh bien, il grandit dans cette culture occidentale, c'est que l'auteur de la nature, on l'identifie comme Jésus-Christ, le roi de l'univers. C'est-à-dire que là, on dit, eh bien, ce qui parachève la loi naturelle, ce sont les commandements du Christ. D'aimer notre prochain, de le servir, de se faire son serviteur, de laver les pieds de ses amis, etc. Et qu'au final, le roi, le souverain, eh bien, il soit serviteur de ces sujets, en fait. Comme le Christ a été capable de mourir sur la croix pour sauver son peuple, eh bien, que le roi soit capable du même sacrifice et du don total de lui-même. Donc voilà, par exemple des monarchies eh bien, qui sont musulmanes, qui du coup admettent qui peuvent, ça dépend, il y en a qui sont légitimes du coup selon ces principes et d'autres qui ne le sont pas, et une monarchie musulmane légitime ou un système musulman légitime qui reconnaît à Allah d'être eh bien l'auteur de la nature, évidemment l'auteur du droit naturel, et qui veulent respecter donc ce droit naturel, serait tout à fait capable en fait de se reconnaître avec un régime chrétien. Seulement ils n'admettront pas le même et dernier point, eh bien, le dernier degré de légitimité théologique. Mais en dehors de ça, eh bien, ils se comprendront parfaitement. Et ça n'aura pas la même influence, évidemment, sur la forme du régime, parce qu'un régime chrétien qui admet le Christ au sommet, eh bien, comme le principe même de la souveraineté, eh bien, n'aura pas la même forme que eh bien, un régime musulman qui cherche à obéir parfaitement à la loi du prophète Mohammed. Donc voilà, c'est là qu'on verra des différences. Mais sur les autres paliers, on ne devrait pas voir énormément de différences, hormis les différences qui sont traditionnelles, qui sont historiques. Et donc un autre principe de légitimité, c'est un principe de légitimité morale. Si le souverain ou l'aristocratie, ou voilà, ceux qui ont l'autorité compétente au plus haut niveau, si c'est une aristocratie, comme ça pourrait être la République de Venise, qui est une république et a une aristocratie, eh bien, si elle ne respecte pas le droit naturel et elle agit immoralement, eh bien, elle perd sa légitimité. Et on le voit dans l'Ancien Régime, lorsque le roi était contesté sur des choses morales, ça entraînait un manque de confiance énorme de la population envers lui et un déclin de sa légitimité. Et on le voit encore aujourd'hui avec les républicains qui estiment que bah voilà, on peut agir immoralement en politique parce qu'il y a cette idée machiavélique de Machiavel, que eh bien, la fin justifie toujours les moyens et qu'au final, la moralité n'a pas d'importance en politique. Qu'on peut se permettre de faire ce qui est mal, pourvu que ça serve le bien de tous, etc.
On fera de la philosophie morale plus tard. Mais du coup, si le souverain, si le prince, si l'aristocratie ne se comporte pas selon le droit naturel, eh bien, elle sera jugée immorale et elle va perdre en légitimité. Et à ce moment-là, justement, il faut pouvoir que le régime intègre cela et soit capable bien, de mettre une régence, voilà, de se débarrasser de ce qui peut être vicieux dans l'appareil d'État. Et donc le légitimisme a deux sens. Il a un sens restreint, c'est-à-dire que les légitimistes en France, eh bien, ce sont ceux qui souhaitent le retour du roi légitime de France, celui qui donc est désigné par les lois fondamentales du royaume, qui sont les loyaux sujets de ce royaume de France, qui est occupé par la République. Il souhaite donc le retour du roi de France sur le trône, qui est donc Louis XX, le duc d'Anjou, et donc le descendant, l'aîné des Bourbons, l'aîné des Capétiens. Et donc les légitimistes français travaillent donc forcément à la restauration du trône de France, mais également, bien sûr, la restauration de cette société organique, en travaillant dans les associations, dans tous les types de congrégations, dans les familles, etc., dans les entreprises, pour justement restaurer l'ordre naturel des choses, ramener la loi naturelle comme un guide pour nous permettre de nous épanouir dans notre vie individuelle et collective, et donc de faire véritablement cette contre-révolution qui est donc une œuvre pacifique, de retrouver le sens profond, le guide de notre vie. Et il y a un sens évidemment qui est large du légitimisme, qui est donc une doctrine politique qui s'offre au monde de dire, eh bien voilà, la révolution s'est exportée partout dans le monde, partout on a connu des totalitarismes, qui soient libéraux, qui soient socialistes ou nationalistes. Peut-être que ce monde a besoin de revenir à la loi naturelle, et que tous les peuples soient respectés, et qu'ils retrouvent en fait des formes d'organisation qui sont les leurs depuis toujours, qui respectent leur culture, leur façon de voir le monde, et que cette richesse, cette diversité des cultures dans le monde puisse être respectée par des régimes qui les honorent et qui les épanouissent parce qu'ils seront bien fondés sur cette loi naturelle qui parle au fond de notre cœur. Donc bien évidemment, un légitimiste en France n'aura pas le même projet politique qu'un légitimiste en Russie, qu'un légitimiste aux États-Unis, un légitimiste en Espagne, en Italie, à Venise ou ailleurs. Voilà donc pour le légitimisme. Nous allons enfin conclure cette série dans le prochain épisode. Je vous y attends avec grande hâte. Merci déjà d'avoir suivi cette série jusque-là.